Cette histoire vraie de survie est l'une des plus incroyables jamais documentées dans l'Ouest américain. Elle a inspiré le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Sauf qu'ici, personne ne coupe quand ça devient trop dur. Accroche-toi. Ce trajet ne va pas être confortable. Août 1823, territoire du Dakota, Grand River. Jour 3. Il ouvre les yeux. Le ciel est immense, trop bleu, trop calme. Autour de lui, plus personne. L'herbe haute ondule doucement. Son fusil a disparu, son couteau aussi. Les deux hommes censés attendre sa mort sont partis. Il est seul. Hugh Glass comprend alors qu'on l'a laissé pour mort. 3 jours plus tôt, une femelle grizzly de près de 300 kilos l'a percuté à pleine vitesse. Griffes longues comme un doigt. Mâchoire capable de broyer un os humain comme une branche sèche. L'attaque a duré moins de 2 minutes. Son dos a été ouvert de l'épaule jusqu'au rein. Plusieurs côtes ont été fracturées. Sa jambe droite est brisée. Il aurait dû mourir ce jour-là. Mais il n'est pas mort. Pas encore. Nous sommes au jour 3 de sa survie. 3 jours sans soins. 3 jours avec une plaie dorsale béante exposée à la chaleur et aux insectes. En 1823, il n'existe ni antibiotiques, ni anesthésie, ni chirurgie d'urgence, juste le soleil, les mouches et l'odeur métallique du sang séché. Si tu t'es déjà plaint d'un mal de dos après une mauvaise nuit, respire doucement. Lui n'a littéralement plus de dos. Il tente de se redresser. Sa jambe ne répond pas. Une côte enfoncée lui coupe le souffle. Sa vision vacille. Il comprend une vérité simple et brutale. S'il reste ici, il meurt aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Le fort le plus proche se trouve à environ 320 km. 320 km de plaines sauvages, de rivières glacées, de loups nocturnes, d'orages violents et de territoires hostiles. Seul, sans fusil, sans couteau, sans nourriture, avec une jambe brisée et le dos ouvert. Comment un homme dans cet état peut-il survivre plus de quelques heures? Et surtout, comment parcourir 320 km en rampant? Avant d'aller plus loin, petite faveur, abonne-toi. Considère ça comme ton kit de survie moderne. Lui n'a ni pansement stérile, ni ambulance, ni bouton urgence. Ici, ton clic est confortable. Là-bas, chaque décision peut être la dernière. Maintenant, installe-toi confortablement. Nous avons de l'eau potable, des murs solides et un lit ce soir. Lui n'a que l'herbe haute, la douleur et 320 km d'enfer devant lui. Voici l'histoire vraie de survie de Hugh Glass. Seul, brisé, laissé pour mort et perdu dans l'immensité des plaines du Dakota. Au Missouri, 4 à 5 mois avant que l'herbe haute ne se referme sur un homme éventré. Pour comprendre ce qui va arriver à Hugh Glass, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il évolue. Parce qu'en 1823, la frontière américaine n'est pas une carte postale. C'est un pari permanent contre la mort. L'expédition est dirigée par l'homme d'affaires William Henry Ashley. Environ 90 trappeurs ont été recrutés. Objectif simple, remonter le Missouri, installer des camps, capturer un maximum de castors, récupérer leur peau et les revendre à prix d'or dans l'Est. À cette époque, un chapeau élégant en ville commence par un castor mort dans la boue d'un marécage. Le capitalisme a parfois des débuts très humides. La vie d'un trappeur en 1823
n'a rien de romantique. 15 à 20 kilos d'équipement sur le dos. Fusil à poudre noire, un seul tir fiable, puis 20 secondes interminables pour recharger en situation idéale. En situation réelle, avec des mains tremblantes, c'est plus long, beaucoup plus long. Ration, viande séchée, maïs, parfois un peu de graisse. Quand la chasse est mauvaise, on saute des repas. Quand la chasse est très mauvaise, on apprend à aimer les racines. Dormir, à la belle étoile, sous la pluie, dans la poussière, parfois dans la neige. Hygiène. Disons que l'odeur d'un camp de trappeurs ne donnait pas envie d'inviter des voisins. Le territoire n'est pas vide. Il appartient aux nations autochtones, notamment aux Arikara. Au printemps 1823, plusieurs attaques éclatent. Des trappeurs sont tués. Les tensions montent. L'expédition Ashley perd des hommes. Le groupe initial de 90 se fragmente. Certains rebroussent chemin. D'autres meurent. À l'été 1823, le détachement auquel appartient Glass ne compte plus qu'une vingtaine d'hommes. 20 hommes dans une immensité qui pourrait en engloutir 1000 sans laisser de traces. Les forts sont rares et éloignés. Fort Kiowa, par exemple, est à des centaines de kilomètres. Pas de route balisée, pas de panneaux indicateurs, juste des rivières à suivre, des collines à contourner, des plaines à traverser. Si tu te perds, tu ne consultes pas une application. Tu observes les étoiles et tu espères ne pas te tromper. La frontière n'est pas un décor, c'est une épreuve. Et au milieu de ces hommes se tient Hugh Glass. Il n'est pas le plus bavard, pas le plus spectaculaire, mais il a déjà survécu à des choses que peu d'hommes raconteraient calmement autour d'un feu. Avant l'expédition Ashley, Glass aurait été capturé par les Pawnees, une nation amérindienne des Grandes Plaines installée le long de la rivière Platte, dans l'actuel Nebraska. Il aurait vécu parmi eux pendant un temps. Il a appris leur technique, leur patience, leur endurance. Il a déjà connu la fin longue, celle qui ne part pas après un encas. La survie n'est pas pour lui un concept théorique, c'est une habitude. Psychologiquement, Glass n'est pas un rêveur. Il n'est pas là pour la gloire. Il est là pour la peau de castor, pour l'argent, pour la promesse d'une vie un peu meilleure. Mais surtout, il observe. Il marche en silence. Il comprend que la nature ne négocie pas. Il sait qu'un tir raté peut coûter la vie, qu'un feu mal éteint peut attirer un ennemi, qu'un pas de trop peut déclencher une avalanche, une chute, une rencontre fatale. Il est expérimenté, endurant, prudent, mais même l'expérience a ses limites. Été 1823. Le détachement progresse le long du Grand River. La chaleur est lourde. L'herbe haute masque la visibilité. Les hommes sont fatigués. Les tensions avec les Arikara pèsent sur chaque décision. Le moindre bruit peut être une embuscade. Et puis, il y a un autre danger. Plus silencieux, plus massif, plus territorial. Les grizzlies. Un trappeur sait qu'on ne plaisante pas avec une femelle et ses petits. On évite, on contourne, on respecte, mais parfois, on ne voit pas. Août 1823. 2 oursons apparaissent dans l'herbe haute. Août 1823. Au Missouri, Grand River. L'herbe est haute et épaisse. Glass s'écarte légèrement du groupe pour reconnaître le terrain. 2 oursons apparaissent devant lui. Le temps se fige une fraction de seconde.
La mer surgit. 300 kilos de muscles et de rage lancés à pleine vitesse. Il tente d'épauler son fusil. Un seul tir possible, trop tard. La masse le percute en pleine poitrine. Il chute lourdement. Le fusil glisse hors de portée. La première griffure traverse son épaule. La seconde ouvre son dos de l'omoplate jusqu'au rein. La peau se déchire. Les muscles cèdent. Elle le retourne. Elle écrase sa cage thoracique. Une côte craque, puis une autre. La mâchoire se referme sur son bras. L'attaque dure moins de 2 minutes. 2 minutes pour briser un homme entraîné. Les autres trappeurs entendent le fracas. Ils accourent en criant. Les fusils claquent dans la fumée de poudre noire. Rechargement fébrile. Nouveau tir. Enfin, la Grizzly s'effondre. Quand ils atteignent Glass, il est méconnaissable. Son dos est ouvert sur toute la longueur. Sa jambe droite est tordue. Il respire à peine. Son torse se soulève de façon irrégulière. Le silence tombe. Personne ne parle. Tous savent ce que cela signifie en 1823. Une plaie dorsale béante sans chirurgie est presque toujours fatale. Infection, fièvre, mort en quelques jours. Le problème, c'est qu'il respire encore. Le groupe doit continuer. Les Arikara ont attaqué l'expédition au printemps. Des hommes ont déjà été tués. Rester immobile trop longtemps signifie risquer une embuscade. 20 vies contre une seule presque perdue. La décision est prise. Le détachement principal continue vers le fort. 2 hommes restent pour attendre la mort et l'enterrer dignement. Les 2 hommes sont John Fitzgerald et Jim Bridger. Fitzgerald est plus âgé, dur, pragmatique. Bridger a 19 ans. C'est sa première grande expédition. Aucun des 2 n'est un ami intime de Glass. Ce sont des compagnons de route, pas des frères d'armes. Leur mission est simple. Attendre qu'il meure. Creuser une tombe. Rejoindre le groupe. Les heures passent. Glass ne meurt pas. Son souffle est faible, mais régulier. Il gémit parfois. Fitzgerald observe l'horizon. La peur des Arikara grandit. Chaque bruit dans l'herbe pourrait être une flèche. Les 2 hommes commencent à regretter d'être restés. Jour 1 après l'attaque. Grand River. Glass est vivant. C'est presque une anomalie statistique. Une plaie dorsale ouverte sur toute la longueur, plusieurs côtes fracturées, une jambe brisée. Sans chirurgie moderne, sans antibiotiques, la probabilité de survie à ce type de traumatisme est quasi nulle. Et pourtant, son thorax se soulève encore. Il ne peut pas se lever. Impossible. Chaque mouvement déclenche une douleur vive qui traverse sa cage thoracique comme une lame. Son dos est à vif. Les mouches se posent déjà sur la plaie. La chaleur accélère tout. Infection en marche. Il dérive entre conscience et délire. À quelques mètres, John Fitzgerald observe toujours l'horizon, plus inquiet et impatient que jamais. Jim Bridger évite de regarder trop longtemps le corps immobile. Bridger a 19 ans. C'est la première fois qu'il veille un homme en train de mourir. Fitzgerald, lui, est plus froid, plus pragmatique. Ils ont reçu une mission claire, attendre la fin et l'enterrer. Jour 2. Glass respire toujours. Son souffle est faible mais régulier. Il ne parle pas. Il gémit parfois. Sa peau est brûlante au toucher. Fièvre, déshydratation. Son organisme lutte contre l'hémorragie et l'infection en même temps. Il ne mange rien. Il ne boit presque pas. Chaque heure qui passe défie la logique médicale moderne. Fitzgerald calcule. Les Arikara ont déjà attaqué l'expédition au printemps. Des hommes sont morts.
Rester trop longtemps immobile signifie devenir une cible. 2 hommes veillant un mourant, c'est 3 corps vulnérables. La peur change la morale. Jour 3. Toujours vivant. La tombe est creusée à moitié. Fitzgerald regarde Bridger. Bridger hésite. Le silence est lourd. Glass ne bouge pas. Son visage est pâle. Son dos suppure déjà. Il pense qu'il ne passera pas la journée. Ils prennent son fusil, son couteau, une couverture. Ils promettent de dire au groupe qu'il a été enterré dignement. Ils partent. Distance restante jusqu'au fort, environ 320 km. Équipement laissé à Glass, aucun fusil, aucun couteau, aucune provision, aucun moyen de chasse, aucune défense contre les loups ou les hommes. Probabilité de survie estimée, avec les données modernes, dans cet état et sans ressources, quasi nulle. Les heures passent. Le soleil monte. Les insectes se multiplient. Le silence devient total. Plus de voix humaines, plus de pas. Puis quelque chose change. Un souffle plus profond. Une paupière qui tremble. Glass ouvre les yeux. Jour 4. Grand River. Glass est seul depuis près de 24 heures. La nuit a été longue. Froid, humide. Douleur constante. Il n'a pas dormi vraiment, seulement dérivé entre des éclats de conscience et des rêves confus. Il comprend une chose avec une lucidité brutale. Rester immobile, c'est mourir. Alors il tente de bouger. Il roule sur le côté. La douleur explose dans sa cage thoracique. Une côte fracturée lui coupe presque le souffle. Sa jambe droite est inutilisable. Il ne peut pas se lever. Alors il adopte la seule option possible, ramper. Il avance de quelques centimètres, puis s'effondre. Reprend. Encore quelques centimètres. Jour 5. Il s'oriente vers la rivière. L'eau est une priorité absolue. Sans hydratation, il ne tiendra pas 3 jours. La descente vers le courant est lente, douloureuse, presque humiliante. Chaque mouvement rouvre légèrement la plaie dorsale. Il atteint enfin l'eau. Il se laisse glisser dedans. Le contact est violent. L'eau froide mord la chair à vif. Mais elle nettoie. Elle dilue le sang séché. Elle chasse les insectes. Il plonge son dos autant qu'il peut. Il serre les dents. Pas d'alcool, pas de désinfectant moderne. Juste l'eau du Missouri. Aujourd'hui, on parlerait de nettoyage primaire de plaies. En 1823, c'est instinctif. Il arrache de la mousse sur des troncs humides. Certaines mousses ont des propriétés légèrement antiseptiques naturelles. Il ne connaît pas les bactéries, mais il sait que la mousse fraîche protège et absorbe. Il en applique sur la plaie. Il cale des morceaux d'écorce pour maintenir l'ensemble. Ce n'est pas stérile, mais c'est mieux que rien. Sa jambe doit être stabilisée. Il trouve 2 branches droites. Les fixe avec des lanières improvisées à partir de tissus arrachés. Attelle rudimentaire. Chaque mouvement reste une torture, mais l'os ne bouge plus librement. Il gagne quelques centimètres de dignité. Rythme moyen, 2 à 3 km par jour au maximum, certains jours moins. Il progresse en suivant la rivière pour garder un repère naturel. Après une semaine, la distance restante est encore d'environ 300 km. 300. Le chiffre ne baisse presque pas. Il se nourrit de ce qu'il trouve. Baies sauvages, racines, parfois des restes abandonnés par des prédateurs. Pas de cuisson, pas de sel, juste des calories pour maintenir un cœur en marche.
Il sait reconnaître certaines plantes grâce à son temps passé chez les Pawnees. Cette mémoire lui sauve probablement la vie. Physiquement, son état est critique. Fièvre probable, infection possible, son dos suppure. L'odeur attire parfois des charognards. Il entend des loups la nuit. Il serre un bâton comme si c'était une arme. Illusion fragile. Psychologiquement, quelque chose change. La colère apparaît. Pas contre la grizzly, contre l'abandon. Fitzgerald, le fusil pris, la tombe creusée trop tôt. La vengeance devient un carburant. Jour 10. Il a quitté la zone immédiate de l'attaque. Son corps est plus maigre, ses mouvements plus lents, mais il avance encore. Chaque mètre est une décision consciente. Chaque respiration est négociée avec la douleur. Il ne sait pas s'il survivra, mais il sait qu'il n'est pas encore mort. Et tant qu'il n'est pas mort, il avance. Quelque part devant lui, la rivière s'élargit, et ce qu'il va y trouver va changer sa trajectoire. Semaine 2. Glass avance encore, lentement, trop lentement. Environ 2 km par jour, parfois 3 quand la douleur le laisse respirer. La distance restante vers le fort est encore estimée à environ 250 km. 250 km quand on marche, c'est déjà une sacrée expédition. Quand on rampe, disons que même un GPS commencerait à douter du projet. Son corps s'amincit, ses réserves fondent, les baies ne suffisent plus. Elles maintiennent un cœur en marche, pas un homme en guerre contre l'infection. La fièvre revient par vagues, son dos brûle. Certaines nuits, il tremble. Il comprend une chose simple. Sans protéines, il ne tiendra pas. Un matin, l'odeur le guide avant ses yeux. Plus loin, dans une dépression du terrain, une carcasse de bison abandonnée. Les loups ont déjà pris leur part, les vautours aussi. Il ne reste que des lambeaux, des parties moins nobles, des morceaux proches des os. Pour un homme civilisé, c'est impropre. Pour lui, c'est une chance. Il s'approche prudemment. Aucun couteau. Il doit déchirer la viande à la main. Elle est sèche par endroits, plus sombre à d'autres. L'odeur n'est pas fraîche. Elle est lourde, fermentée. Risque d'intoxication alimentaire, parasite, infection supplémentaire. Mais ne pas manger signifie mourir plus sûrement encore. Il accepte le risque. Il mange lentement, de petites quantités. Son estomac proteste, son corps hésite. Mais les calories entrent. L'énergie revient légèrement, assez pour sentir une différence. Il ne mange pas par plaisir, il mange par stratégie. Dans la nature, le raffinement est un luxe. La survie, elle, est brutale. Les jours suivants, il change de tactique. Plutôt que de lutter contre le terrain, il décide d'utiliser la rivière. Le Missouri devient une autoroute naturelle. Le courant peut porter son corps là où ses muscles échouent. Il improvise un appui avec des branches flottantes. Il se laisse dériver sur de courtes distances. Moins d'efforts musculaires. Gain énergétique réel. Chaque mètre parcouru sans ramper est une victoire silencieuse. Sa progression s'accélère légèrement, peut-être 5 km certains jours en combinant dérive et marche appuyée. La distance restante descend lentement vers 230 km. Son corps est toujours fragile. L'infection menace. Mais son esprit s'endurcit.
La vengeance contre Fitzgerald n'est plus une rage explosive. Elle devient froide, structurée, directionnelle. Il ne survit plus seulement pour vivre, il survit pour se venger. Mais les plaines ne sont pas vides. Les loups le suivent parfois à distance. Les nuits sont pleines de bruit qu'il ne peut pas affronter armé seulement d'un bâton. Et il y a pire que les loups. Des hommes. Et tous ne sont pas prêts à aider un étranger blessé. Quelque part devant lui, dans ces plaines immenses, une rencontre l'attend, et elle pourrait tout changer. Semaine 4 depuis l'attaque. Le paysage change subtilement. Les plaines s'ouvrent davantage. Les arbres deviennent plus rares par endroits. La distance restante vers le fort est désormais estimée à environ 150 km. 150 km. Pour un homme valide, une longue marche. Pour un homme qui a rampé pendant des semaines avec le dos ouvert, c'est encore un continent. Mais son corps commence enfin à changer. La jambe tient un peu mieux. Il parvient parfois à se redresser. Pas longtemps, pas droit, mais assez pour alterner entre quelques pas hésitants et de longues séquences à ramper. Son poids a chuté drastiquement. Il a perdu plusieurs dizaines de kilos. Ses vêtements pendent sur lui. Ses joues sont creusées. Ses mouvements sont lents, presque mécaniques. Chaque matin, il doit convaincre son propre corps de continuer. Et chaque matin, son corps hésite. Il progresse en suivant le Missouri autant que possible. L'eau reste son allié. Elle hydrate, elle oriente. Elle transporte parfois son corps sur de courtes distances. Mais elle attire aussi les regards. Un matin, alors qu'il sort difficilement d'un bras secondaire du fleuve, il aperçoit des silhouettes. Des hommes, des Sioux. À cette époque, les tensions entre trappeurs et nations autochtones sont constantes. Les Arikara ont déjà attaqué l'expédition Ashley au printemps. Les rumeurs circulent vite. Un homme blanc isolé dans les plaines peut être perçu comme une cible, une menace ou une opportunité. Glass n'a ni fusil ni force pour fuir. Il ne peut que rester là. Il s'approche prudemment. Il voit immédiatement son état, son dos marqué, sa maigreur, sa faiblesse évidente. Il ne représente aucune menace. Il est plus proche d'un fantôme que d'un guerrier. Les Sioux observent, évaluent. L'homme n'est pas armé. Il n'a rien à offrir, rien à prendre. Il est déjà presque mort. Dans certaines traditions, achever un homme dans cet état n'apporte ni honneur ni avantage. Il ne le tue pas. Certains récits suggèrent même qu'il reçoit une aide minimale. Peut-être un peu de nourriture, peut-être une indication sur la direction à suivre. Les détails exacts restent débattus par les historiens. Mais un fait est clair. Il repart vivant. Il survit grâce à ceux qu'on disait ennemis. Psychologiquement, quelque chose se fissure en lui. La frontière entre amis et ennemis devient floue. La survie efface les certitudes simples. Dans ces plaines, la morale est dictée par les circonstances. Glass avance encore. Son corps est au bord de l'effondrement. Les nuits sont plus froides désormais. L'automne approche. L'infection semble s'être stabilisée, peut-être contenue par le drainage naturel de la plaie et les nettoyages répétés dans la rivière. Mais la fatigue s'accumule. Chaque pas est une négociation avec l'inconscience. La distance diminue. 120 km, puis 100. Il sent qu'il approche d'un monde où il existe des murs, des feux permanents,
des armes chargées. Le fort n'est plus un concept abstrait. Il devient une direction précise. Mais son corps, lui, touche la limite. Ses genoux tremblent, sa vision se brouille plus souvent. Par moments, il s'arrête sans savoir combien de temps il est resté immobile. Il approche du fort, mais son corps est au bord de céder. Et parfois, la fin arrive juste avant la sécurité. Octobre 1823, semaine 6 depuis l'attaque. Les plaines changent de couleur, l'herbe jaunit, les nuits deviennent plus froides. Glass avance encore, mais son corps n'est plus qu'une mécanique fragile maintenue par une volonté obstinée. Distance totale parcourue depuis le lieu de l'attaque, environ 320 km. 320 km avec une jambe fracturée, plusieurs côtes cassées et une plaie dorsale ouverte. Son poids est estimé entre 45 et 50 kg. Il est méconnaissable. Les vêtements flottent sur lui. Son visage est creusé. Ses mains sont calleuses, fendillées. Ses ongles sont noirs de terre. Mais ses yeux sont clairs. Il est conscient. Au loin, enfin, une structure différente du paysage. Des murs, des silhouettes droites. Un endroit qui ne bouge pas avec le vent. Fort Kiowa. Le fort n'est pas un palais. C'est un poste avancé de commerce en bois brut. Des palissades, des hommes armés, de la fumée qui monte d'un foyer. Pour quelqu'un d'ordinaire, ce serait rustique. Pour Glass, c'est une frontière entre la vie et la mort. Il approche lentement. Il avance en s'appuyant, en trébuchant, en se traînant jusqu'à la porte. Les sentinelles voient d'abord une silhouette instable. Puis, ils reconnaissent un homme. Puis, ils reconnaissent le nom. Glass. L'effet est immédiat. Cet homme était censé être mort, enterré. La nouvelle de son décès avait déjà circulé. Le voir arriver ainsi est presque irréel. Statistiquement, ses chances initiales de survie après l'attaque étaient extrêmement faibles. Traumatisme massif, perte de sang, infection potentielle, absence totale de soins médicaux modernes. 6 semaines plus tard, il est là. C'est aberrant. On l'aide à entrer. On l'installe près d'un feu. On examine son dos. Les cicatrices commencent à se refermer partiellement. L'infection, contre toute attente, n'a pas envahi son organisme au point de le tuer. Son corps a tenu. Mais il est épuisé. Chaque muscle tremble. Chaque respiration est encore fragile. Son système nerveux est saturé. Il ne tient plus que par inertie. Pour la première fois depuis l'attaque, il peut fermer les yeux sans craindre d'être dévoré. Il peut dormir sans tenir un bâton comme si c'était un fusil. Il peut boire sans se jeter à plat ventre dans la boue. Il a survécu à 320 km de nature brute. Mais survivre à la nature n'était qu'une partie de l'histoire, car il reste une dette. Fitzgerald. Et Glass n'est pas homme à oublier. Il n'a pas fini. L'hiver approche. Glass a repris des forces à Fort Kiowa. Pas miraculeusement, pas instantanément, mais suffisamment pour marcher sans s'effondrer toutes les 10 minutes. Les cicatrices sur son dos sont épaisses, irrégulières. Sa jambe reste raide. Il ne sera plus jamais exactement le même. Mais il est vivant et il n'a pas oublié. Sa première destination n'est pas un lit chaud définitif. Ce n'est pas le repos, c'est la piste. Il veut retrouver ceux qui l'ont laissé. Non pas pour comprendre. Il a déjà compris.
pour regarder dans les yeux. Il apprend que le jeune Jim Bridger se trouve dans la région. Quand il le retrouve, Bridger a toujours 19 ans, mais il n'est plus le même adolescent que celui qui a creusé une tombe inachevée dans les plaines. Il voit Glass arriver et son visage se vide de couleur. Il pensait cet homme mort, enterré, dissous dans l'herbe haute. À sa place, on aurait peut-être fait pareil. Glass pourrait le tuer. Personne ne l'en empêcherait vraiment dans ces territoires. Mais il ne le fait pas. Il lui parle, le confronte. Le jeune homme admet sa peur, la menace Arikara, la pression de Fitzgerald, la panique. Glass écoute, et il finit par pardonner. Pas par faiblesse, pas par naïveté, parce qu'il comprend ce que la peur fait aux hommes, parce qu'il sait ce que signifie survivre quand tout pousse à abandonner. Bridger était jeune, influencé, effrayé. La vengeance contre lui n'aurait rien réparé. Reste Fitzgerald. John Fitzgerald est plus dur, plus calculateur. Glass apprend qu'il s'est engagé dans l'armée américaine. Il porte désormais l'uniforme, et l'uniforme change la donne. Dans ces territoires, tuer un homme engagé officiellement pourrait signifier la potence. Glass a survécu à un grizzly. Mourir pendu pour vengeance serait une ironie administrative difficile à apprécier. Quand ils se retrouvent, la tension est différente. Pas de cris, pas de duel spectaculaire. Juste deux hommes qui savent exactement ce qui s'est passé. Fitzgerald comprend que Glass aurait pu mourir. Glass sait que Fitzgerald pensait déjà à sa propre survie. Il ne peut pas le tuer, pas sans se condamner. Alors il réclame son fusil, celui qui lui a été pris, celui qui représentait plus qu'une arme. Dans la frontière américaine, un fusil, c'est la nourriture, la défense, la dignité. Fitzgerald le rend. C'est un geste minuscule, mais symbolique. Glass repart avec son arme, et quelque chose a changé. Pendant des semaines, la vengeance a été un moteur, une direction, une raison d'avancer quand la fièvre voulait l'endormir pour de bon. Mais au moment de l'affrontement, il comprend que survivre n'était pas qu'une question de revanche. C'était une question de volonté. La vengeance aurait été une fin. La survie, elle, était un commencement. Fin 1823, Hugh Glass n'est plus seulement un trappeur. Il est devenu une anomalie vivante. Un homme que la nature aurait dû reprendre. Un homme que ses propres compagnons avaient déjà rayé des comptes. Et pourtant, il marche encore. Alors pourquoi cette histoire traverse-t-elle 2 siècles? Pourquoi, 200 ans plus tard, on en parle encore? Hiver 1823. Après Fort Kiowa, Glass ne devient pas un ermite tremblant. Il retourne dans les plaines. Il continue à piéger, à commercer, à traverser des territoires où la survie est un métier à temps plein. On ne survit pas à un grizzly pour ensuite ouvrir une boutique de porcelaine. La frontière ne lui a pas fait peur. Elle l'a forgé. En 1833, 10 ans plus tard, Hugh Glass est tué lors d'une attaque des Arikara près du Missouri. Ironie presque cruelle. L'homme qui a survécu à l'ours et à 320 km de rampement meurt finalement dans un conflit humain. La nature l'avait épargné. Les hommes, non. Mais son exploit, lui, ne disparaît pas. Les récits circulent.
les trappeurs racontent l'histoire autour des feux. Un homme laissé pour mort. Une marche impossible. Une vengeance retenue. 2 siècles plus tard, le cinéma s'en empare dans The Revenant avec Leonardo DiCaprio. L'image est spectaculaire. La neige, les combats, les silences. Mais la réalité est peut-être encore plus brutale dans sa simplicité. Pas de musique dramatique, pas de ralenti, juste un homme qui refuse de s'arrêter. Ce qui traverse 200 ans, ce n'est pas seulement l'attaque, ce n'est pas seulement l'ours, c'est cette idée troublante que les limites que l'on croit définitives ne le sont pas toujours, que le corps peut tenir plus que ce que l'on imagine, que l'esprit peut décider quand tout semble terminé. Maintenant, regarde autour de toi. Des murs solides, de l'eau potable, un lit ce soir. Hugh Glass n'avait rien de tout ça, et pourtant il a avancé. La prochaine fois que quelque chose te semble impossible, souviens-toi des 320 kilomètres. Si cette histoire t'a marqué, si tu t'es surpris à retenir ton souffle en traversant ces plaines avec lui, alors celle qui apparaît maintenant à ton écran, 76 jours perdus en mer, l'histoire vraie de survie de Stephen Callahan, risque de te secouer encore davantage. Parce que l'océan est encore plus impitoyable que la prairie. À très bientôt sur Les Derniers Survivants.